Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver aussi nombreux pour cette webconférence consacrée à un sujet, on va dire quelque part toujours d'actualité. Dans le domaine juridique, c'est toujours d'actualité. Et dans le domaine de la formation, bien évidemment, une réforme en suit une autre. Et donc, nous savons qu'avec impatience, vous attendiez un certain nombre d'éclairages sur les impacts de la dernière réforme du 5 septembre 2018 auprès des acteurs de la formation, particulièrement pour les acteurs de la formation à distance. Donc avec moi aujourd'hui, Sabrina Dougados, que vous connaissez pour une bonne partie d'entre vous, je vais la laisser se présenter. Donc avocat associé du cabinet Froment-Briens, en charge d'un pôle dédié au droit de la formation professionnelle et par ailleurs membre et administrateur du FOD. Voilà. Bien, donc avec nous également Aurélia Bollet, déléguée générale du FOD, que vous ne voyez pas, elle est de l'autre côté de la caméra. C'est elle qui nous filme, on va dire. Voilà. Bien sûr, toujours là aussi, elle surveille bien sûr le chat. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire des remarques via effectivement cet outil, de façon à ce que nous puissions en faire la synthèse lors des dernières minutes en fait de notre webconférence et pouvoir tenter, voire réussir à vous apporter les réponses à vos diverses interrogations. On ne doute pas qu'elles sont nombreuses. Peut-être que l'exercice même sera à peine difficile en une heure à vous apporter toutes les réponses nécessaires, mais ce sera que pour aller encore plus loin. On espère d'ailleurs vous voir sur le sujet aux prochaines rencontres du FOD, les 16e, si je ne me trompe pas, les 16e rencontres du FOD, qui auront lieu au mois d'octobre, le 9 et 10 octobre. Voilà, je regarde Aurélia du coin de l'œil pour être sûr de ne pas dire de bêtises sur la date. N'oubliez pas de marquer dans vos agendas le 9 et 10 octobre. Donc à Dijon, pour ces 16e rencontres, où bien sûr nous reviendrons sur des sujets d'actualité comme celui qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, quel va être notre sujet de ce début d'après-midi? Donc, un premier temps pour, avec Sabrina, refixer quel est ce nouveau cadre légal justement des formations multimodales, et puis prendre peut-être un regard sur justement les adaptations incontournables, indispensables que cela amène pour les organismes de formation. Donc, je vais passer la parole à Sabrina, et puis moi j'ai déjà un certain nombre de questions que je vais certainement lui poser, parce que tout en prenant toutes ces informations, on s'interroge, on essaie de regarder le côté pratique et de se dire comment on doit faire pour mettre ces nouvelles définitions en application. Alors merci Jean-Luc de cette introduction. Alors sur le nouveau cadre légal, je pense que ce qui est important de rappeler peut-être vraiment en préambule, mais parce que c'est pour bien comprendre quand même le nouveau contexte juridique dans le cadre duquel finalement l'activité des organismes de formation s'inscrit, surtout sur les acteurs du digital, c'est que c'est une réforme qui, pour les acteurs du digital, s'inscrit vraiment plutôt sous un angle d'opportunité que de contrainte. Là où je veux en venir, c'est qu'on est dans un contexte global où la réforme a recentré massivement les fonds mutualisés, donc les fonds de la formation professionnelle, assis évidemment sur les contributions légales des entreprises, en faveur de la formation des demandeurs d'emploi et de l'alternance. Consécutivement, les entreprises doivent désormais financer sur leurs fonds propres la formation de leurs salariés, dans le cadre de leur plan de développement des compétences. Le fameux plan de formation qui a été renommé par la loi Avenir Professionnel, plan de développement des compétences. Ce qui signifie qu'à budget constant, les entreprises doivent arriver à continuer évidemment à former, comme il se doit, et j'ai même envie de vous dire avec ambition et conviction, leurs collaborateurs, sans pouvoir optimiser comme elles le faisaient jusqu'à présent leur budget de formation auprès de leurs financeurs paritaires, les fameux OPCA renommés OPCO. En contrepoint, la réforme du coup a assoupli les règles sur la gestion administrative RH de la formation dans les entreprises et sur les modalités pédagogiques. Parce qu'il va s'agir, avec le même budget, d'arriver à faire mieux et de façon plus adéquate de la formation pour les collaborateurs. Donc c'est dans ce contexte-là que l'on s'inscrit, et c'est la raison pour laquelle une des premières mesures qui a été introduite par la loi, c'était de redéfinir légalement le sens du mot action de formation. Auparavant, on avait dans le texte légal
Eh ben, une définition bien costaud qui faisait pas moins de 4 paragraphes et qui, au fil des réformes, s'alourdissait au fil du temps, et on manquait un peu de visibilité globale sur le sens réel de cette définition. Je ne vais pas trop vous parler du avant, mais du maintenant. Maintenant, on a une définition qui tient en une phrase. La formation, c'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. C'est tellement simple que on peut même se dire que c'est presque anxiogène. Parce que du coup, on peut peut-être se dire, eh bien, si mon stagiaire il n'atteint pas l'objectif, est-ce que ça permet de déqualifier d'action? Bon, raisonnablement, bien sûr que non. Rassurez-vous, les organismes de formation continuent de ce point de vue-là à être soumis à une obligation, j'ai envie de dire, de moyens, mais pas de résultats quant à l'atteinte des objectifs, évidemment, dans le cadre d'un parcours pédagogique. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment, au travers de cette nouvelle définition légale, on a clairement une forme de souplesse très forte qui a été introduite par le législateur pour permettre effectivement à l'ensemble des acteurs, et évidemment en premier lieu les organismes de formation, place à l'innovation. À l'innovation, le but ultime n'étant pas de démontrer qu'on a fait une action de formation dans le sens le plus traditionnel du terme, mais qu'on est parvenu à atteindre effectivement des objectifs, et in fine, l'objectif c'est bien développer l'employabilité, donc développer les compétences. C'est vraiment ça l'objectif in fine et le sens de cette réforme. Donc c'est vrai qu'on a du coup une définition beaucoup plus ouverte, beaucoup plus simplifiée, on va dire, de la définition légale d'une action de formation, qui est précisée par un certain nombre d'éléments, notamment au travers d'un décret d'application de la loi. Donc on comprend que l'organisation du parcours pédagogique, il est résolument à la main de l'organisme de formation. C'est à l'organisme de formation de définir la façon dont le parcours pédagogique va s'organiser, notamment sur les conditions de mise en œuvre. L'important, c'est que les informations relatives à cette organisation soient accessibles par tout moyen, à la fois aux stagiaires, mais éventuellement aux prescripteurs, celui qui achète la formation. Et on a un texte légal là aussi qui est très ouvert. On nous dit que la démonstration de ce que l'action de formation a bien été réalisée, elle se fait par tout élément probant. Alors, pas tout élément probant, ça ne veut pas dire qu'on a supprimé des feuilles d'émargement, ça veut dire qu'on a ouvert de façon beaucoup plus souple et beaucoup plus, à mon avis, intelligente d'ailleurs, parce que tout ceci, évidemment, ça va évidemment dépendre de la façon dont l'action de formation est réalisée, mais concrètement, la feuille d'émargement n'est plus la pièce maîtresse qui permet de démontrer qu'on a bien réalisé une action de formation. Tout va dépendre des modalités pédagogiques qui sont mises en œuvre. Et effectivement, l'idée, c'est de considérer qu'en fonction des modalités pédagogiques, eh bien, on peut avoir un ou plusieurs éléments probants qui vont permettre de démontrer que l'acte formatif a bien été réalisé. Voilà. Un dernier élément aussi qui est très important, qui est inscrit désormais dans la loi, c'est le fait de dire que, s'agissant du financement, les règles, les modalités de financement vont pouvoir être différenciées en fonction des modalités pédagogiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, auparavant, les OPCA, l'usage très ancré d'ailleurs dans les textes, c'était de prendre en charge les formations sur la base d'un coût horaire. Demain, la logique, alors ça avait été déjà ajusté par une précédente réforme, la loi de 2016, on avait, avec l'introduction déjà dans la loi de cette notion de parcours de formation, fait évoluer les textes pour faire en sorte que les OPCA puissent financer selon une logique de forfait parcours. Ceci étant dit, on était resté un peu au milieu du gué parce que même si ça avait été inscrit récemment dans la loi, en pratique, très peu d'OPCA s'étaient positionnés sur ces logiques de forfait parcours. On était résolument resté quand même sur des logiques de forfait horaire. Et désormais, la loi dépasse même cette notion de forfait parcours pour dire que finalement, la modalité de financement, elle est définie par le financeur en fonction des modalités pédagogiques. Donc ça peut être un coût horaire, ça peut être un coût forfaitaire, ça peut même être, pourquoi pas, la prise en charge d'un abonnement à une plateforme pédagogique dès lors qu'on a un parcours pédagogique 100% distanciel. Pourquoi pas? En tout cas, la loi ne l'interdit pas, elle est beaucoup plus souple que ça, parce qu'elle est beaucoup moins prescriptive finalement. Elle ouvre un peu elle ouvre les vannes, si j'ose dire. Alors du coup, moi ça m'amène quand même une question. Ce que tu nous dis, c'est que si on définit effectivement un parcours de formation avec des modalités pédagogiques différentes, c'est quelque chose qui est défini au démarrage de la formation, voire avant la formation. Dans quelle mesure aujourd'hui l'organisme de formation a la possibilité d'ajuster ce parcours et les modalités donc, qui sont mobilisées au fil du déroulement du parcours lui-même? Et dans ce cas-là, est-ce que ça peut avoir un impact sur le financement du parcours de formation?
Alors là-dessus, la loi ne précise rien, elle encadre beaucoup moins les choses qu'auparavant, à tel point d'ailleurs que la notion de programme pédagogique, ça vous aura pas échappé, qu'on ne retrouve plus cette notion de programme pédagogique nulle part dans les textes. Alors d'ailleurs, une petite aparté là-dessus, c'est pas parce qu'on n'a plus la notion de programme pédagogique dans les textes que il n'y a plus de programme pédagogique, on a supprimé le programme, c'est merveilleux. Il faut être réaliste et surtout assez raisonnable. On a quand même par ailleurs désormais, et ça figure clairement là dans les textes, l'obligation de mentionner dans la convention de formation l'objet de la formation. Bon, concrètement, l'objet de la formation, c'est le contenu de la formation, c'est-à-dire le programme, enfin c'est ce qui en général matérialisé dans un programme pédagogique. Donc auparavant, on avait un programme pédagogique d'un côté, une convention de formation, c'était bien 2 pièces obligatoires qui devaient formellement être établies avant le démarrage de la formation. On peut se dire plus simplement que désormais, on a une convention de formation dans le cadre de laquelle il faut préciser l'objet de la formation. J'ai envie de vous dire de façon pragmatique, renvoyé en annexe au programme pédagogique. Si vous souhaitez adapter le parcours pédagogique en cours de formation, c'est possible de le faire. Il faut juste être vigilant à faire en sorte d'en avoir informé au préalable le bénéficiaire et surtout le financeur, c'est-à-dire celui qui prescrit la formation et celui qui paye. Mais ça, c'est même pas tant spécifique à notre univers de la formation, c'est, j'ai envie de vous dire, du bon sens dans le cadre de relations commerciales qu'on a avec son client, et a fortiori quand il y a une prise en charge par un financeur paritaire, parce qu'il faut bien faire attention que de ce point de vue-là rien n'a changé. Quand il y a une prise en charge financière par un financeur paritaire, on a toujours le séquencement qui démarre par une demande de prise en charge, et ce qui déclenche la demande de prise en charge, c'est les pièces qui permettent de dire sur la base de quoi l'OPCO va financer. Donc concrètement, ça va être une convention de formation avec à l'intérieur de la convention descriptive de la façon dont la formation va se réaliser. Si en cours de route vous changez les règles du jeu, pourquoi pas, mais concrètement il va falloir avenanter. Et donc en tout cas il va falloir en informer le financeur dès lors qu'il y aurait une prise en charge par un financeur ou par plus basiquement, même si c'est une entreprise qui finance sur ses fonds propres, ça me paraît plus que de bon sens de dire que si on change les règles du jeu en cours de route, il faut quand même en informer le client. D'accord. Et donc, on garde de la souplesse, même si on va devoir établir peut-être plus de choses en amont. Exactement. Ok. Alors, là, il faut aider. Ouais, là, il faut aider, on rentre dans le sujet. Alors, on était déjà un peu dans le sujet quand même, mais de façon un peu plus précise, sur les textes qui régissaient jusqu'à présent la FOD. On avait une série de textes, en particulier des textes réglementaires, qui définissaient avec une certaine précision les conditions dans lesquelles une action de e-learning, une action de FOD, pouvait être réalisée. Notamment en ajoutant des conditions, et donc ça se traduisait par des mentions obligatoires spécifiques qu'il fallait ajouter au programme pédagogique quand on avait des séquences de formation qui se réalisaient en tout ou partie à distance. Ces textes-là ont été abrogés. Au même titre que d'ailleurs, formellement, il n'y a plus de programme pédagogique obligatoire à devoir établir avant le démarrage de la formation. Bien. Alors, ces textes ayant été abrogés, là aussi, finalement, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il nous reste un décret qui, dans un article, définit à lui tout seul les ingrédients requis pour dire qu'on est bien dans une action de FOD, et pas autre chose. Et ce texte réglementaire définit 3 conditions qui sont 3 conditions cumulatives, et qui ne sont complétées par aucun autre texte. Donc j'ai envie de vous dire que ce que vous avez là dans la slide 4, c'est désormais la substantifique moelle des règles et des conditions à devoir réunir pour dire qu'on est bien en présence d'une action de FOD. Donc les 3 conditions sont les suivantes: une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner l'apprenant pendant ces séquences de formation à distance, une information de l'apprenant sur les activités pédagogiques qu'il doit réaliser à distance et leur durée moyenne estimée. Alors, le texte dit pas une information préalable de l'apprenant, mais ça va de soi. Cette information-là, il faut la faire avant le démarrage de la formation. Et 3e condition, qui n'est pas nouvelle, mais qui est réécrite, réaffirmée, la nécessité d'avoir des évaluations qui jalonnent ou qui terminent l'action de formation. Et ça peut être d'ailleurs les deux. Mais l'idée, c'est qu'on est bien, pour dire qu'on est dans un processus formatif, il faut pouvoir démontrer qu'on a évalué les acquis, soit pendant la formation, soit en fin de formation, sous la forme d'une évaluation finale. Donc finalement, qu'est-ce qu'on en retient? On en retient des conditions qui sont clairement épurées et simplifiées. Donc c'est à la fois plus clair, mais du coup, parfois ça peut être un peu anxiogène,
pour les organismes de formation qui avaient quand même l'habitude d'avoir ces textes un peu corsetés, notamment des textes qui précisaient tout ce qu'il fallait intégrer et rajouter dans le programme pédagogique, notamment pour préciser les compétences requises du personnel encadrant, à la fois sur l'encadrement, on va dire, technique, informatique, mais aussi sur les modalités d'encadrement pédagogique. Donc tout ceci a été supprimé par les textes. Donc d'un point de vue légal, j'ai envie de vous dire que c'est ces trois conditions-là qu'il faut pouvoir réunir. Et effectivement, ces trois conditions-là, au-delà de devoir les réunir, l'idée c'est de pouvoir les formaliser par tout moyen, donc par tout moyen écrit. Donc après, on va ressortir nos vieux réflexes de protocole individuel de formation, programme de formation ajusté. Tout ceci, c'était évidemment des bonnes pratiques qui avaient été largement préconisées, d'ailleurs portées au niveau du FOD, et qui évidemment trouvent tout leur sens. Mais c'est vrai que on est clairement dans une définition des conditions requises beaucoup plus épurée, beaucoup plus simplifiée. J'ajouterais, s'agissant de la première condition, quelque chose qui me semble intéressant de commenter, c'est sur cette notion d'assistance technique et pédagogique appropriée. J'y vois là, moi, une vraie souplesse. Alors, au-delà du formalisme, j'y vois là quand même une vraie souplesse par rapport au régime antérieur. Avant, on avait cette notion d'encadrement pédagogique et technique qui laissait entendre que, au-delà de l'assistance, l'encadrement, même s'il n'est pas in situ et même s'il n'est pas synchrone, il faut nécessairement qu'il soit là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un instant T dans le parcours 100% distanciel, il faut qu'il y ait une intervention, entre guillemets humaine, d'une forme d'encadrement pédagogique. J'ai plus de notion d'encadrement, on se retrouve avec une notion d'assistance. L'assistance technique et pédagogique, c'est à la fois, c'est souvent représenté, on illustre souvent de cette façon-là, c'est finalement la hotline informatique, si on rencontre une difficulté de cet ordre-là, parce qu'on n'arrive pas à se connecter, mais c'est aussi la hotline dite pédagogique, si on rencontre une difficulté dans le déroulement du parcours. Ce qui veut dire que si je ne rencontre pas de difficulté, parce que tout va bien dans le meilleur des mondes et que je suis très à l'aise avec l'outil informatique et que je suis aussi très à l'aise dans le déroulement, le séquencement de mon parcours pédagogique, j'ai pas forcément besoin de recourir à cette assistance. Et là, c'est une différence qui me semble quand même très importante de souligner, c'est-à-dire que l'assistance appropriée laisse entendre que sur des parcours plutôt courts, pour lesquels il apparaît approprié de considérer qu'on n'aura pas forcément une intervention humaine à un instant T, quelle que soit la modalité et la forme prescrite, sur des parcours plutôt courts, je peux très bien mettre à disposition du collaborateur, enfin de la personne, cette assistance dès lors qu'il en aurait besoin, mais c'est comme on dit à l'assistance, si je tombe pas en panne sur l'autoroute, je fais pas appel à l'assistance. Donc c'est quand même, ça change radicalement la donne, parce qu'évidemment, c'est plus tout à fait les mêmes exigences qui sont évidemment requises pour considérer qu'on est bien en présence d'une action de FOD. Donc on peut considérer qu'une action qui se déroule en auto-formation, sans accompagnement, rentre bien désormais dans le cadre. Oui, alors moi je ne parlerai pas d'auto-formation quand même, il faut être vigilant parce qu'en plus, dites-vous qu'il y a quand même un phénomène d'acculturation qu'il va falloir porter, y compris des agents de contrôle de l'État, donc des agents de la Directe qui opèrent des contrôles sur les organismes de formation. On est bien sur un parcours pédagogique qui serait 100% distanciel, dans lequel on a mis en place une assistance pédagogique, c'est-à-dire qu'elle a été mise à disposition du collaborateur, on est en mesure de le démontrer, et après, si le collaborateur n'a pas recouru à cette assistance parce qu'il n'en avait pas besoin, eh bien effectivement, on sera sur quelque chose qui sera du 100% dématérialisé, sans intervention humaine au cours du parcours. Le mot approprié, il est hyper important aussi, il est dans la loi, et je pense qu'il est très important ce mot-là, parce que c'est une logique d'adéquation et de proportionnalité. Un parcours diplômant 100% e-learning qui fait 500 heures, je pense après, je laisse après le pédagogue réagir, mais je pense que c'est pas raisonnable de se dire qu'il est approprié de prévoir une assistance qui se limiterait à une hotline pédagogique si jamais le candidat a une difficulté. Voilà. Parce qu'on est quand même sur deux poids deux mesures entre le parcours 100% distanciel diplômant qui fait 400 heures et le e-learning d'une heure 30 ou de 45 minutes. On n'est évidemment pas du tout sur les mêmes ratios et les mêmes besoins et la même nécessité d'adéquation et d'ajuster les besoins par rapport à l'objectif. Ça me paraît assez évident. Là, dans ce cas-là, c'est plus le juridique qui va nous orienter, mais le bon sens en termes d'achat de formation vis-à-vis des critères qualité qui peuvent être annoncés par le prestataire. Mais ce qui est intéressant, c'est pour une fois, même si c'est mis un peu le temps, mais le juridique, là, les textes juridiques, ils se sont alignés sur cette notion de bon sens. C'est-à-dire que c'est effectivement un peu ça l'idée, c'est au prestataire
avec son professionnalisme, hein, que de définir les règles du jeu de son parcours de façon adéquate. D'accord. Et du coup, cette assistance, qu'elle soit technique, et donc les modalités de l'assistance, les compétences qui vont être mobilisées pour réaliser cette assistance, est-ce que le prestataire de formation a une obligation de les rendre, de les porter à la connaissance, effectivement, à la fois de l'entreprise qui est le commanditaire, ou du stagiaire lui-même qui sera potentiellement utilisateur de cette assistance? Alors, légalement, il n'y a plus aucune forme de mention obligatoire sur les compétences techniques, matérielles et pédagogiques. Oui, ce qui était le cas, ce qui était le cas auparavant. Donc ça a été supprimé. Après, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est le bon sens qui doit un peu guider tout cela. Le bon sens et peut-être le sens commercial aussi de votre offre de formation. Je pense que vous avez quand même tout intérêt à être très transparent, très clair sur votre offre de formation et sur la façon dont la modalité pédagogique va se dérouler. D'accord. Donc c'est quand même des informations qui sont peut-être intéressantes quand même d'étayer et d'expliciter dans ce qu'on va appeler le brief, le programme pédagogique ou le document qui a vocation à être mis au client. D'accord. Et là, pas d'obligation non plus. Aucune obligation. Au prestataire de dire, soit ça prend la forme ce qu'on appelait avant un programme, soit dans la convention de formation, soit le cas échéant, tu as évoqué le terme tout à l'heure, le protocole individuel de formation, le PIF, qu'on peut décider de faire vivre encore. Exactement. Alors je pense que le PIF, résolument, c'est un document qui a vocation à être signé par le stagiaire, par l'individu qui suit la formation. Il n'a jamais été prescrit par les textes, c'était une recommandation de l'administration dans une vieille, entre guillemets, circulaire administrative qui date de 2001 maintenant, de mémoire, qui avait été largement, d'ailleurs, entre guillemets, approuvée aussi, quelque part encouragée par le FOD. Il n'y a aucune forme d'obligation et la loi n'a pas repris parce que, considérant que c'était peut-être trop précis, trop enfermant, mais pour autant, ça reste résolument une bonne pratique, d'autant plus que, par ailleurs, s'agissant des règles relatives, on va dire, aux dispositions du Code du travail sur les conditions dans lesquelles la formation se passe lorsqu'on est salarié. Et là, je veux évoquer le fait que les formations, elles peuvent se passer notamment en dehors du temps de travail, quand on est sur des formations qui ne sont pas obligatoires, et qui peuvent évidemment parfaitement assez bien s'accommoder de dispositifs multimodaux, et notamment recourir au e-learning. Et bien dans ce cadre-là, ça peut être une bonne idée que de signer un protocole individuel de formation, parce que on encadre aussi un peu les choses du point de vue du temps de travail et on précise les règles du jeu et on convient avec le stagiaire et donc le salarié en question que la formation elle a bien lieu dans ces plages horaires-là qui correspondent soit du temps de travail soit du hors temps de travail, mais on est clair dès le départ sur les règles du jeu. Parce que ça n'a pas par contre changé. La formation elle se passe toujours soit pendant le temps de travail, soit en dépassement évidemment en régime d'heures supplémentaires, soit en dehors du temps de travail. Alors ça, c'est pas encore une fois, ce sujet du temps de travail, c'est pas le sujet directement de l'organisme de formation, parce que l'organisme de formation, lui, il est bien incapable pour un salarié donné de savoir si c'est du pendant le temps de travail ou du hors temps de travail, parce que finalement, ça relève des règles d'organisation du travail et tout dépend évidemment de la durée du travail applicable au salarié en fonction de son contrat de travail. Donc c'est un sujet plus RH qui concerne l'entreprise. Mais du coup, on voit bien tout le sens et tout l'intérêt éventuellement, en fonction des types de formation, de contractualiser aussi avec le stagiaire pour clarifier ces éléments-là, en lien, entre guillemets, en partenariat avec l'employeur. D'accord. Alors moi, ça m'amène une réflexion qui n'amène pas, à mon avis, une réponse de la part de la juriste, c'est que cette notion d'assistance qui en fait ne sera mobilisée par les stagiaires que en fonction de leurs besoins et donc à leur propre initiative, pose une difficulté pour l'organisme de formation qui est le montage financier en fait. Comment est-ce que je quantifie et comment est-ce que je valorise cette assistance pour effectivement proposer au plus juste prix une prestation dont je ne sais pas exactement si elle sera utilisée par le client. Donc voilà, là il y a d'un point de vue du modèle économique, il va y avoir une vraie réflexion à mener puisque on ne peut pas être, si on part sur le principe qu'on est uniquement sur du réactif, bien évidemment, le réactif, il n'est pas quantifiable à l'avance. Voilà. Donc ça, c'est plus une question ouverte sur laquelle il faudra que l'on travaille et que chacun travaille à son niveau en fonction de ses modalités de formation. C'était l'intérêt aussi d'avoir plutôt quelque chose de proactif dans l'accompagnement, puisque ça permettait d'anticiper de la part de l'organisme de formation.
Alors, qu'est-ce qui change entre avant 2019 et aujourd'hui, du coup? Eh bien, je vous ai résumé ça sous la forme d'un petit tableau, Jean-Luc. C'est beaucoup plus concis qu'avant, c'est bien. Avant, ça prenait des pages. Simplifié un peu, oui. Alors, par rapport à la FOD, contrairement à la FEST, on reste sur évidemment quelque chose qui était déjà autorisé avant. On rappelle la FEST, c'est action de formation en situation de travail, hein, voilà, pour ceux qui l'auraient. L'autre pan des formations dites multimodales. Voilà, qui sera notamment la thématique effectivement des prochaines rencontres du FOD. Mais là, le sujet, c'est de dire que le principe, c'est que la FOD reste bien évidemment et toujours, plus que jamais, on va dire, une action de formation. C'est une modalité pédagogique qui, en tant que telle, ne déqualifie pas l'action de formation, bien au contraire, dès lors que les conditions que vous avez là résumées dans le tableau sont bien réunies. Et là, effectivement, on est sur quelque chose qui est plus souple, parce que vous le voyez, on n'est plus sur des notions d'encadrement technique et pédagogique, on est sur une notion d'assistance, et d'une assistance qui doit être appropriée, ce qui laisse entendre que, évidemment, en fonction de la durée estimée et des objectifs pédagogiques en présence, évidemment, on peut parfaitement adapter quand même les moyens, notamment pédagogiques, mis à disposition du stagiaire, ce qui évidemment est ce qui est véritablement quelque chose qui je trouve très positif pour les organismes de formation et même d'ailleurs les entreprises qui développent de la formation en interne. Voilà. Alors par contre, n'oubliez pas à chaque fois la dernière étape qui consiste à évaluer, parce qu'effectivement, en e-learning, ce qui permet véritablement de démontrer qu'il y a eu un acte formatif, c'est plus que jamais la modalité d'évaluation. Et ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais en tout cas, c'est confirmé par la loi. On avait tendance à dire antérieurement que ce qui remplace la feuille d'émargement dans le cadre d'une formation classique, c'est dans le cadre du e-learning, c'est la modalité d'évaluation. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que ce qui importe, c'est pas tant le temps effectivement passé à se former à distance, c'est surtout ce qu'on a appris en formation, et c'est matérialisé. L'élément probant, on va dire la pièce maîtresse, là en l'occurrence, c'est effectivement la modalité d'évaluation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais c'est bien la modalité d'évaluation. Alors, sur le formalisme, le fait que la loi remplace les anciennes conditions par tout élément probant, c'est à la fois merveilleux, mais c'est évidemment très vite anxiogène, parce qu'on se dit, mais tout élément probant, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Voilà. Donc on a des questions, il commence à y avoir des questions précises dans le chat, je vois celle de Mathilde, justement, les activités pédagogiques telles que les travaux pratiques à effectuer à distance, comment est-ce qu'on les intègre? C'est tout ceci qu'il faut pouvoir décrire, c'est tous ces éléments-là qu'il faut pouvoir décrire, à mon sens, c'est clairement dans le programme de formation, de ce point de vue-là. Et sur la modalité d'évaluation, je pense qu'il faut juste bien repréciser cette notion de certificat de réalisation. Alors, juste sur les pièces justificatives, on se fait un petit zoom là-dessus, parce que il y a potentiellement, ça peut prêter à confusion. Avant, vous aviez plusieurs types de pièces justificatives à devoir établir, et qui n'avaient pas forcément les mêmes destinataires. L'attestation de fin de formation, c'était un document obligatoire qu'il fallait remettre aux stagiaires. C'était pas pour l'OPCA, c'était pour le stagiaire. Après, on avait, quand on était en FOD, ce qu'on appelait des attestations d'assiduité, qui étaient établies par l'organisme de formation, sur la base, à l'appui, on va dire, de ces pièces justificatives, relevé de temps de connexion, documents d'évaluation, les fameux QCM ou les travaux qui ont pu être évalués même de façon automatique par l'outil informatique, tout type de production dans le cadre des séquences distancielles. À partir de ces éléments-là, évidemment à valeur probante, l'organisme de formation établissait ce qu'on appelait une attestation d'assiduité. Et c'était ces documents-là que les OPCA avaient vocation à récupérer pour pouvoir prendre en charge les actions. Alors, sur le sujet, globalement, dans la pratique, les exigences étaient globalement assez variables d'un financeur à l'autre, malheureusement. Sur le sujet, d'ailleurs, le FOD avait eu l'initiative, en partenariat avec le FPSPP et la DGEFP à l'époque, de produire une FAQ, une foire aux questions, à destination des financeurs paritaires, pour essayer quand même de clarifier le sujet et de faire en sorte que les financeurs paritaires harmonisent leurs pratiques, leurs exigences, pour faire en sorte qu'ils soient tous alignés sur la même ligne, et que globalement on ait les mêmes types de documents qui soient demandés au moment de la demande de prise en charge, et surtout du paiement, pour éviter que ça, entre guillemets, ça parte un peu dans tous les sens.
Ce qui est bien, c'est que là, le législateur avec un grand L, enfin là, clairement, c'est la DGFP qui a travaillé là-dessus, sur ces nouveaux textes, enfin ce nouveau texte réglementaire. Il y a eu un arrêté ministériel qui a résolument facilité un peu le travail, puisque désormais, un OPCO, quel que soit le dispositif d'accès à la formation mobilisée, que ce soit du contrat de pro, du plan de formation, de la PROA, etc. Bon, je ne rentre pas là-dedans, mais quel que soit le dispositif d'accès mobilisé, l'OPCO, au moment du paiement, devra demander des pièces justificatives qui ont été limitativement définies par un arrêté ministériel. Ces pièces sont, quand on est organisme de formation, quand on est dans un achat de formation externe, une facture, ça me direz-vous, c'est des choses, et un certificat de réalisation. Ah, le texte ne dit pas ce qu'est le certificat de réalisation. Bon, on est, alors c'est un peu un jeu de dupes entre guillemets, en gros on a substitué le mot attestation d'assiduité par le mot certificat de réalisation. L'idée, c'est, me semble-t-il, de considérer que quelle que soit la modalité pédagogique, c'est la même pièce justificative qu'il faut pouvoir établir et produire à l'OPCO au moment du paiement. Donc ce certificat de réalisation. Un seul certificat regroupant toutes les quelles que soient les modalités pédagogiques, du présentiel, du distanciel, bon bref. Donc tu es en train de nous dire, un certificat de réalisation. On garde les feuilles de présence si on a, mais on ne les fournit pas à l'OPCO. Exactement. D'accord. Exactement ça. Donc en gros, on distingue plus selon qu'on est en présentiel ou en distanciel. C'est à chaque fois la même pièce justificative qu'on doit produire, c'est-à-dire le certificat de réalisation. Le texte réglementaire ne dit pas ce qu'il doit y avoir dedans. Bon, bah, très bien. Donc nous, on va un peu s'approprier le sujet et au niveau du FOD. L'idée, c'est évidemment travaux qui ont été faits déjà, qui sont en cours, entre guillemets, de bien définir le modèle du certificat de réalisation qui va bien. Mais l'idée, c'est de dire que le certificat, comme son nom l'indique, c'est un document qui est établi par l'organisme de formation, à charge pour lui d'attester de ce que la formation a bien été réalisée, à charge pour lui de conserver par-devers lui les pièces justificatives, c'est-à-dire la feuille d'émargement, le relevé de temps de connexion et ou les travaux réalisés par le stagiaire qui me permettent de démontrer en cas de contrôle que les actions ont bien été réalisées. Donc là, et ça, c'est le document par rapport à l'attestation d'assiduité, on garde les preuves. Exactement. D'accord. Et du coup, on a une petite idée quand même des informations qu'on doit y faire figurer. Est-ce que, et à un moment donné, on parlait doivent y figurer les objectifs, l'évaluation des connaissances acquises, ou simplement le détail des activités qui ont été réalisées. Aujourd'hui, on cerne un petit peu parce que là aussi, on peut avoir un niveau d'exigence ou un niveau de précision qui est peut-être très variable. Alors là, rien n'est défini. Donc je pense que là, clairement, l'objectif au niveau du FOD, c'est d'arriver à stabiliser un document type qui soit entériné par la DGFP pour essayer un peu de stabiliser ce nouveau périmètre et surtout de simplifier un peu la vie de tout le monde. C'est-à-dire que là encore, il ne faudrait pas que sous couvert d'un document unique demandé par le réglementaire, on ait d'un OPCO à l'autre des exigences radicalement différentes sur le contenu du certificat de réalisation. Donc l'enjeu, c'est qu'évidemment, on arrive à avoir un document unique qui soit, entre guillemets, entériné par tous. Et donc, en premier lieu, par la DGFP. Voilà. Ça, c'est une de nos missions d'ici la fin de l'année. Voilà, on vous fait un petit peu de teasing. Vous allez voir, il y a des choses qui vont arriver au niveau du FOD. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu tout au début. Je recommence pas. Excusez-moi. Non, on ne recommence pas, on n'aura pas le temps sinon. Alors, on va parler peut-être un peu des entreprises, parce que la réforme, bien évidemment, elle n'est pas destinée aux organismes de formation, elle est destinée aux bénéficiaires, les entreprises en font partie. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur justement l'impact pour les entreprises employeurs ? Alors, ça aussi, j'ai commencé un peu à évoquer le sujet en guise d'un peu d'introduction. Vous l'aurez bien compris, la FOD, c'est une souplesse qui est, au même titre que d'ailleurs les autres types de formation multimodale, c'est une souplesse qui est vue comme une opportunité qui est offerte, entre guillemets, aux entreprises pour pouvoir innover et recourir plus facilement à des dispositifs pédagogiques sans forcément, entre guillemets, s'enfermer, j'ai une vision un peu binaire, dans des processus pédagogiques classiques, traditionnels, salles de formation, etc., qui sont parfois pas forcément adaptés et surtout qui entre guillemets, prennent du temps aux collaborateurs, nécessitent des déplacements, et qui, évidemment, dans l'organisation collective de travail, n'est pas forcément toujours très approprié et qui font du coup l'objet de réticences, en particulier de la part de managers qui n'ont pas forcément envie de voir leurs collaborateurs partir toute la journée en formation. L'autre intérêt évident de recourir à la FOD, comprise comme une modalité pédagogique, c'est de faire en sorte que
tout ou partie des séquences de formation à distance puissent être prises en charge sur les fonds publics ou mutualisés, dès lors que les séquences réalisées à distance s'inscrivent dans un parcours pédagogique qui lui-même est éligible au compte personnel de formation, éligible au contrat de formation en alternance, éligible au plan de formation des moins de 50, que sais-je, bref, éligible aux différents dispositifs d'accès qui existent et qui sont par eux-mêmes finançables par les différents financeurs de la formation professionnelle. Donc après, au-delà de ce premier intérêt-là, le deuxième intérêt, c'est évidemment de pouvoir valoriser ces modalités pédagogiques dans le cadre de l'investissement formation de l'entreprise. Et là, je rappelle que l'entreprise a l'obligation, dans sa base de données économiques et sociales, sa fameuse BDES, de valoriser cet investissement formation. Et évidemment, l'ensemble des outils de LMS et des parcours pédagogiques 100% FOD en font intégralement partie. Et puis, un autre aspect qui me semble important de souligner, c'est que la FOD, encore une fois, ce n'est qu'une modalité pédagogique et rien d'autre, mais comprise de cette façon-là, ça peut être une façon intéressante aussi que de proposer à des collaborateurs des formations dites non obligatoires. Et ces formations non obligatoires, ce concept est un peu nouveau, il a été introduit par la réforme. Eh bien, pour les employeurs, elles ont désormais l'obligation de proposer au moins une formation non obligatoire tous les 6 ans. Alors attention, il ne faut pas se méprendre, parce que j'ai déjà lu parfois des trucs un peu mal interprétés qui consisteraient à faire le raccourci pour dire les entreprises ont maintenant l'obligation de proposer au moins une action de FOD tous les 6 ans. Il ne faut pas se tromper, hein. C'est au moins une formation non obligatoire tous les 6 ans. Mais dans le cadre des formations dites non obligatoires, c'est-à-dire des formations qui ne sont pas des formations réglementaires nécessaires pour exercer une activité ou une fonction, effectivement, la modalité pédagogique, entre guillemets, qui peut apparaître appropriée, mais après tout dépend, ça peut être notamment le multimodal, voilà, donc notamment le distanciel. Donc ça peut être une façon de répondre plus facilement à cette nouvelle exigence légale que de démontrer que tous les salariés de l'entreprise ont pu bénéficier d'au moins une formation non obligatoire tous les 6 ans. Cette formation non obligatoire pouvant être durant le temps de travail ou en dehors du temps de travail. Exactement. Et donc ça fait le lien d'ailleurs avec le dernier pan des intérêts, de tout l'intérêt de pouvoir développer du multimodal et notamment du distanciel, c'est que la loi encourage, incite quelque part les entreprises à se réapproprier ce sujet des formations hors temps de travail, puisqu'elle invite par la voie d'un accord collectif, qui peut être négocié d'ailleurs à tous les niveaux, hein, l'entreprise, le groupe ou la branche, et bien invite les partenaires sociaux à définir un nombre d'heures maximum pouvant être fait en dehors du temps de travail, dès lors qu'évidemment il s'agit de formations non obligatoires. Et bien dans ce cadre-là, il est évident que ce nouveau cadre juridique des formations qui peuvent être réalisées en dehors du temps de travail s'accommode assez bien de la FOD, parce qu'il faut reconnaître que c'est notamment dans le cadre des formations e-learning que la nécessité de pouvoir les proposer, le cas échéant, en dehors du temps de travail se pose. C'est un enjeu de se dire que quand on est dans un cursus pédagogique en FOD, potentiellement on peut se connecter à distance, notamment en dehors de son temps de travail. Donc c'est vrai qu'on voit, hein, la loi quand même incite à faire en sorte que finalement les entreprises parviennent à s'approprier davantage ces règles juridiques qui jusqu'à présent étaient beaucoup considérées comme un carcan. Et finalement là l'idée c'est d'inverser un peu la tendance et de faire en sorte que les règles juridiques de demain soient plus souples, plus adaptées, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'ingénierie, plus d'innovation pédagogique dans les entreprises. Alors on comprend bien du coup l'intérêt de la réforme et l'intérêt de ces nouvelles orientations pour l'entreprise. Est-ce que le salarié ou l'individu, même au sens large, va aussi y trouver son intérêt ? Sur le fait de recourir à des formations en digital ? Des formations en digital ou les innovations qui sont impulsées par la réforme. Ah ben là, je pense qu'il faut être... alors là, me direz-vous, il y a peut-être 2 mondes. Il y a le monde des anciens et puis il y a le monde des jeunes. Non, mais quand vous faites passer des entretiens d'embauche à des jeunes, c'est vrai que le fait de leur dire qu'ils vont pouvoir se connecter à distance, y compris depuis leur téléphone portable, sur des applications numériques qui potentiellement vont leur permettre de se connecter à distance pendant leur temps de transport, et bien quand ils veulent, même le dimanche, ou entre midi et 2, quand ils se lavaient dans le soir, pour pouvoir potentiellement accéder à de la ressource pédagogique et suivre un parcours pédagogique sur leur métier, c'est pour eux, enfin ils n'y voient que du positif. Enfin là je pense qu'il faut être quand même,
il me semble quand même que... Et c'est vrai que là, il y a 2 poids 2 mesures, parce qu'après, il y a le monde des anciens. Et le monde des anciens, on est dans quelque chose d'un petit peu différent. De façon assez légitime aussi, les partenaires sociaux, les organisations syndicales, ils voient plutôt là une grande crainte de ce que l'entreprise essaye de contourner, là, quelque part, le cadre pour faire en sorte que leurs salariés se forment exclusivement désormais en dehors du temps de travail pour dégager davantage de gains de productivité pendant le temps de travail. Bon, je pense qu'il ne faut pas être trop caricatural ni dans un sens ni dans l'autre. Après, tout est une question probablement d'abord de qualité du dialogue social dans l'entreprise, et puis après de bonne compréhension des outils qui sont mis à la disposition du salarié. Il ne s'agit pas de se dire que le salarié désormais, ses temps de formation, c'est uniquement le dimanche, mais en fonction du job qu'il va occuper dans l'entreprise et des outils qui sont mis à sa disposition. De toute façon, sur les formations hors temps de travail, on est de toute façon sur un principe du volontariat. On ne peut pas imposer au salarié de se former en dehors de son temps de travail. Donc ça requiert de toute façon l'accord par principe du salarié. Je pense qu'il faut le voir comme quelque chose de plutôt très positif. Et en fonction évidemment des métiers exercés et des outils qui vont être mis à sa disposition, ça n'est que du plus. Enfin, je pense qu'il faut plutôt le voir de cette façon-là. D'accord, d'où l'intérêt effectivement associé au développement de ces nouvelles modalités de formation, le dernier point que tu évoquais, c'est-à-dire engager l'entreprise dans une démarche de négociation, d'accord, sur, au-delà de la formation, l'utilisation des outils numériques, la déconnexion, le télétravail et tous ces aspects-là. Exactement. Bien, alors on continue. Regardez sous l'angle peut-être effectivement des organismes de formation, comment aujourd'hui ceux-ci doivent vivre en fait cette réforme. On voit bien qu'au-delà même de l'adaptation qui est nécessaire par rapport à cette réforme, on est vraiment dans une logique d'agilité. Alors d'agilité parce que déjà, si on prend uniquement la FOAD, on est quand même sur une succession très rapide en fait d'éléments qui nous ont permis d'y voir plus clair à un moment donné, et c'est vrai avec la réforme du 5 septembre 2018, un petit peu cette ouverture, un cadre beaucoup plus large que tu as résumé, puisqu'on a bien vu que tout à l'heure, un seul tableau de 4 cases nous permet de voir l'essentiel, et donc ça nous oblige, nous, organismes de formation, à interpréter et à repenser un certain nombre de modèles, et notamment de modèles d'organisation. Donc on voit aussi, on s'interroge en tant qu'organisme de formation sur les glissements. J'ai vu dans le chat des réflexions par rapport à ça, des modifications. On a parlé entre l'assiduité et le certificat de réalisation, donc des glissements sémantiques. Des fois c'est assez subtil quand même, bon, comme l'est le droit, tu me diras. Il faut toujours aller chercher à interpréter quelquefois ce qui a voulu être dit, quelquefois à tort peut-être. Une question qui a interrogé beaucoup d'entre nous, c'est effectivement qu'on a travaillé pendant un bon moment sur la durée forfaitaire, cette durée estimée par le pédagogue pour réaliser l'ensemble des activités. L'ajout de cet adjectif de durée moyenne, du coup estimée, bien sûr interroge sur qu'est-ce que c'est qu'une durée moyenne et comment est-ce qu'on estime une durée moyenne sur une formation qui n'a pas encore eu lieu. Donc ça rend la tâche d'autant plus difficile pour pouvoir effectivement, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, indiquer et à l'entreprise et aux salariés quels sont les temps sur lesquels il va devoir dégager se dégager du temps dans son organisation, pour réaliser sa formation. Ce glissement là aussi de l'accompagnement, tu en as largement parlé tout à l'heure, de l'accompagnement pédagogique vers une assistance qui sous-entend plus réactive que proactive pour le coup, et avec la difficulté que j'évoquais moi tout à l'heure, qui est de dire comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on va mettre les moyens en face de cette assistance pour être en capacité bien évidemment à apporter une réponse de qualité dans des délais les plus courts possibles, parce que bien évidemment, pour celles et ceux qui l'ont vécu, quand on est dans une situation de formation à distance et qu'on a une question, qu'on bloque sur un sujet, bien sûr, on a envie d'avoir la réponse tout de suite. Donc cette assistance, on a envie qu'elle soit immédiate, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien sûr. Le dirigeant d'organisme de formation, lui, va s'interroger sur la manière dont il peut mobiliser ses équipes pour les rendre disponibles en fonction des besoins, avec le risque en plus de mobiliser des besoins qui ne seraient pas sollicités si on attend simplement la question du stagiaire.
La multimodalité, elle prend vraiment en fait tout son sens ici, ce terme de multimodalité, parce qu'elle devient vraiment l'expression naturelle du parcours de formation, avec les temps de présentiel, les temps de FOAD, et puis donc les actions de formation en situation de travail. Donc l'ensemble de ces modalités de formation rentre bien dans ce terme qui est maintenant devenu un terme un petit peu générique et qui devient le plus assez courant. Donc, la question à un moment donné que l'on se pose en tant qu'organisme de formation, c'est de savoir si cette réforme, c'est le pharmacone de la formation. Le pharmacone, c'est le poison d'un côté, mais aussi le remède. Donc le poison, parce qu'il vient, entre guillemets, nous empoisonner la vie, justement, parce que on commençait à établir des choses, on commençait à trouver peut-être un rythme de croisière pour certains, et puis bien évidemment, on a des choses qui viennent perturber les plans stratégiques qui ont pu être mis en œuvre, et puis aussi un remède, parce qu'il nous amène effectivement de nouvelles opportunités, et il nous oblige aussi à nous réinventer et à repenser de nouveaux dispositifs de formation. Si on prend par exemple, parce que c'est quand même tu nous en as pas parlé encore jusqu'à présent, parce que la FOAD vient, on va dire, s'appliquer, bien évidemment, dans le cadre des formations par apprentissage, mais c'est quand même l'un des gros changements dans la réforme de 2018, c'est tout ce qui touche effectivement le secteur de l'apprentissage, avec... On le voit dans les impacts et dans les réflexions, dans les travaux qui sont menés aujourd'hui au sein des CFA, des stratégies qui sont complètement à reconstruire pour un certain nombre effectivement d'entre eux, avec une ouverture à la concurrence entre les acteurs eux-mêmes, mais de nouveaux entrants, notamment ce qu'on appelle les pure players qui aujourd'hui arrivent sur ce secteur de l'apprentissage avec des offres totalement innovantes, bien évidemment. La certification qualité, qui va du coup s'imposer dans un délai un tout petit peu plus long, mais comme pour tous les organismes de formation, les CFA vont être effectivement soumis avec des critères supplémentaires à cette certification qualité. Ça vient très très vite, donc là il est grand temps pour ceux qui n'auraient pas engagé de démarche, bien évidemment, de s'y mettre. Des formations qui vont devoir être au plus proche des entreprises, avec notamment une approche en bloc de compétences, des entrées permanentes et des durées plus courtes de formation dans certains cas, et puis bien sûr on l'a constaté depuis des années, l'hétérogénéité des publics, mais cette hétérogénéité elle va être grandissante avec un âge plus important pour pouvoir intégrer les formations en apprentissage. Donc on le voit bien, tous les CFA aujourd'hui le constatent, c'est des réorientations de parcours professionnels qui amènent des personnes quelquefois hautement diplômées à réintégrer toutes sortes de formations. Alors l'innovation, du coup, on voit bien, c'est pour ça que remède, la réforme en tant que remède, parce qu'elle nous oblige effectivement, en tant que CFA, à avoir une vraie stratégie d'innovation et où le numérique trouve sa place à tous les niveaux. Sur le plan de l'attractivité, on voit bien qu'on a besoin effectivement de mettre en avant, et on voit que le marketing, et notamment ce marketing 2.0, marketing en ligne, marketing qui s'appuie sur les réseaux sociaux, sur la relation et sur les échanges que peuvent avoir les utilisateurs, est quelque chose sur lequel les CFA vont devoir effectivement s'appuyer. Une formalisation, une gestion des processus de par la certification qualité, ce qui n'était pas toujours le cas. Pour certains, ça sera quelque chose d'assez facile. Pour d'autres, effectivement, il y a tout à faire sur ce champ-là. Le numérique va bien sûr nous aider à formaliser et à gérer ces processus-là. Tout ce qui touche à la modularisation, l'individualisation et la contextualisation des modules de formation, donc de ces modules faisant bloc de compétences, eh bien, on sait bien que la FOAD est un des moyens qui nous permet effectivement de proposer cette approche modulaire et un niveau d'individualisation et de contextualisation plus important. On a en face de nous une génération qui est bien sûr de plus en plus connectée, même jusqu'à 30 ans. On a aujourd'hui, bien sûr, on est en plein cœur de cette génération Y et Z qui est en attente en fait de diversification des modalités de formation qui lui sont proposées. Ce que tu évoquais tout à l'heure pour les plus jeunes salariés, mais les plus jeunes salariés, ce sont ceux qui sortent des centres de formation d'apprentis. Et deux choses qui interrogent, ce sont effectivement d'une part la transformation du métier de formateur,
face à ces nouvelles modalités de formation, et associer à ces transformations du métier de formateur les nouvelles organisations du travail qui vont devenir nécessaires pour les organismes de formation, tout type d'organismes de formation confondus, et les centres de formation d'apprentis. Donc moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est face à l'émergence en fait de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles formes d'exercice aussi de ces métiers, notamment le télétravail. Aujourd'hui, on peut être effectivement informateur, télétravailleur. Quels sont les enjeux auxquels l'organisme de formation doit faire face et ce sur quoi il doit particulièrement aujourd'hui travailler? Tu l'as évoqué à travers les entreprises au sens large. Est-ce qu'aujourd'hui les organismes de formation, au-delà des entreprises, doivent être attentifs ou doivent travailler sur des sujets plus particulièrement compte tenu de ces mutations de leur cœur de métier pour un certain nombre d'entre eux? Alors oui, c'est là que tu poses la question. Moi, mon regard, c'est un regard de juriste, donc c'est vrai que je me permettrais pas d'aller sur un autre terrain. Je pense que les stratégies que tu as identifiées, elles sont tout à fait justes, et j'en rajouterai peut-être encore une. Alors, en plus là, on était sur le périmètre de l'apprentissage, mais on va dire que les nouveaux enjeux quand même là que les entreprises doivent absolument, enfin que les organismes de formation doivent absolument intégrer. Il y en aurait au moins deux que je relèverais. La première, c'est l'exigence de qualité, avec le nouveau référentiel qualité sur lequel il va falloir effectivement, entre guillemets, s'aligner. Et là, on a quand même des critères et des indicateurs qui sont quand même très structurants pour les organismes de formation, y compris pour ceux qui font essentiellement, voire exclusivement de la FOD. Et puis, il y a le sujet de la certification. Alors, la certification, là, je ne parle pas de la certification qualité, je parle bien d'un autre sujet qui est celui de la certification des personnes. Et c'est vrai que la réforme là de 2019, de ce point de vue-là, elle s'inscrit un peu dans la continuité de la précédente, c'est-à-dire que globalement tout est fait d'un point de vue légal pour que le marché de la formation soit peut-être davantage concentré, focus sur le développement des certifications professionnelles. Et donc là, on constate quand même une forme de glissement de terrain entre le marché de la formation vers un nouveau marché qui est celui de la certification professionnelle. Et là, je vise clairement les répertoires, le RNCP et les répertoires spécifiques, les habilitations et les certifications professionnelles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde se mette à faire des formations certifiantes, mais ça veut dire qu'il faut bien comprendre que là, il y a un marché qui est en train de se dessiner, un marché qui est très résolument captif, puisque c'est évidemment l'essentiel des fonds mutualisés, des fonds publics, qui vont être quand même globalement affectés à ces certifications, parce que là, on a une conviction quand même très très forte portée par les pouvoirs publics, consiste à considérer que la sécurisation des parcours professionnels, ça passe par des formations certifiantes. Et c'est ce qui permet de sécuriser les parcours, c'est l'obtention d'une certification, finalement. Et donc, on le voit, tous les dispositifs d'accès à la formation sont quand même globalement recentrés sur ces objectifs de certification professionnelle. Donc, après, c'est plus une question de positionnement. Je ne dis pas qu'il faut forcément y aller, mais c'est vrai que ça réinterroge nécessairement les organismes de formation sur leur offre. Se dire, est-ce que moi, je suis sur cette offre-là ou pas? Et auquel cas... En fait, je répondrai différemment. C'est-à-dire que moi, d'un point de vue juridique, ce que je pressens, c'est que quand on est organisme de formation, cette réforme-là, elle invite résolument à se faire une sorte de SWOT, c'est-à-dire une sorte de truc, les trucs de consultants là, ou se réinterroger sur son offre de formation pour mieux identifier en gros son marché et le cadre juridique dans le cadre duquel on s'insère. Parce que si demain l'organisme de formation fait que du 100% digital et que c'est pas du tout une offre certifiante, c'est-à-dire que c'est pas une formation digitale qui prépare à des certifications, etc., et qui a vocation peut-être à être finalement essentiellement financée par des entreprises sur leurs fonds propres, évidemment, c'est pas les mêmes exigences, c'est pas le même cadre réglementaire qui a vocation à lui être appliqué. Donc ça aussi, c'est intéressant de bien le réidentifier. D'accord, on prend note. On va prendre quelques questions. Alors l'activité du chat est toujours aussi intense, on vous en remercie. Des questions, des réponses aussi, puisque Mathilde là nous dit qu'elle a trouvé un modèle de certificat de réalisation sur le site de Constructis. Ben voilà, donc on a déjà des éléments de réponse par rapport à ça. J'ai vu qu'on nous demandait si justement l'arrêté ministériel, on pourrait en avoir effectivement le fléchage, enfin ou la Bien copie. Bien sûr, on pourrait le mettre sur le site du FOD. Voilà, donc il est déjà, donc Aurélia nous dit qu'il y a déjà, c'est plus que réactif. Quels sont, toi Aurélia qui as lu toutes
toutes les questions. Évidemment, on va te solliciter, hein, ne crois pas que tu es venue en spectatrice. Quelles sont les questions dans le chat qui, dans les quelques minutes qui nous restent, bien sûr, elles sont toutes pertinentes, elles ont toutes valeur à recevoir une réponse, mais quelles sont celles pour lesquelles il faudrait vraiment qu'on réponde là tout de suite? C'est une bonne question, merci. Je l'ai pris un petit peu de court. C'est surtout que ça a disparu. Voilà. Ok. Alors moi, j'en prendrais peut-être une à la volée que je trouve intéressante, c'est sur les relevés de connexion. Est-ce qu'ils sont suffisants pour les OPCO? Alors là encore, il va falloir que la nouvelle doctrine se mette à nouveau en place, mais à mon sens, les relevés de connexion, ils devraient pas être censés être suffisants. Pourquoi? Parce que donc une fois qu'on a dépassé le fait d'avoir produit le certificat de réalisation et que donc vous avez un contrôle un peu plus approfondi là de l'OPCO qui vous demanderait de produire les pièces justificatives à partir desquelles vous avez établi ces nouveaux certificats de réalisation. À mon sens, les relevés de temps de connexion sont pas suffisants. Parce que d'abord, un relevé de temps de connexion, c'est encore pire que la feuille d'émargement. Enfin, ou alors ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beau être connecté et on peut faire complètement autre chose. Ce qui est intéressant dans le cadre de la FOD, ça on l'a toujours bien identifié et toujours bien souligné, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le cadre de la FOD, c'est que peu importe le temps qu'on y passe, ce qui est intéressant, c'est l'évaluation, c'est-à-dire la modalité d'évaluation qui permet effectivement de retracer le fait qu'on a acquis, on a compris quelque chose de ce qu'on a fait, quoi. En gros. Voilà. Indépendamment du temps que l'on a pu y consacrer, en fonction de nos aptitudes, en fonction de nos prérequis, en fonction de nos capacités, de notre envie et aussi d'y passer plus ou moins de temps, on va y passer 1 heure ou 3 heures. Ce qui est important, c'est effectivement l'objectif qui est atteint, donc la compétence ou la connaissance qui est acquise à la sortie, et c'est de ça dont on va devoir effectivement attester, rendre compte à la sortie. Il y avait la question peut-être à prendre autour du quid du forfait temps pour un parcours. Alors, forfait temps pour un parcours. Concrètement, cette notion de forfait temps, quand on est dans un parcours pédagogique, qui se traduit par le fait qu'on a la définition d'un forfait de prise en charge pour un parcours pédagogique dans son intégralité, sans faire référence à une notion de durée horaire, donc d'heures de formation, j'ai envie de vous dire qu'avec le nouveau cadre légal, tout est possible. C'est-à-dire qu'effectivement, le principe qui est posé dans la loi et qui est beaucoup moins enfermant qu'auparavant, c'est un principe selon lequel les financeurs vont pouvoir définir des modalités de prise en charge adaptées en fonction des modalités pédagogiques et définir des règles de prise en charge différenciées en fonction de ces mêmes modalités. Donc tout est possible, entre guillemets. C'est ça qui est intéressant. Alors après, on peut aussi s'en faire la critique, hein. On peut se dire que potentiellement ça peut avoir aussi un risque de, peut-être de dégradation de la qualité des formations. Là où je veux en venir, c'est que évidemment, si on se dit qu'il n'y a plus de notion d'heure, le marché de la formation est un marché qui historiquement est toujours très très réactif aux réformes législatives. C'est vrai qu'en réaction quasi immédiate, on peut être tenté quand on est prestataire de réduire de façon assez considérable le nombre d'heures pour faire grosso modo moins cher, enfin entre guillemets, marger sur cette réduction, on va dire, du temps à passer en formation. Bon, après je pense qu'on peut vite être rattrapé sur le terrain de la qualité et des indicateurs qualité. Une question qui portait sur effectivement le contrôle, quels sont les éléments de preuve à produire. Donc tu y as répondu effectivement tout à l'heure, hein, tout ce qui est probant, hein, tout ce qui permet effectivement de justifier de la réalité de la formation. Peut-être une précision sur la durée de conservation de ces éléments, parce que c'est vrai qu'on sait que pour les organismes de formation, ça va être un travail plus complexe que simplement stocker les feuilles d'émargement. Et donc, combien de temps il faut que l'on conserve ces éléments, qui peuvent être des éléments papier ou, dans un bon nombre de cas, numériques? Alors, quand on est prestataire de formation, c'est l'année en cours et les 3 années antérieures, parce qu'on est sur une prescription de l'action publique, qui est calé en fait sur les années de prescription en matière fiscale, donc c'est bien l'année en cours et les 3 années antérieures. Il a peut-être une particularité quand on reçoit des fonds européens, notamment. Alors oui, quand on reçoit des fonds européens, là il faut être très vigilant effectivement à cela. En fait concrètement, il faut bien regarder les documents que vous êtes amené à signer, hein, parce que là effectivement on peut avoir des durées de conservation plus longues que cette durée-là. D'accord. Et tu nous confirmes que les anciens décrets sont remplacés, en fait. Ah oui, ça, c'est, on va dire, le principe juridique, quelque part. Non, mais c'est bien de le souligner, effectivement, les précédents textes, effectivement, ont été abrogés. Les précédents textes ont été abrogés. On a une sorte de annule et remplace par un décret qui datait du 28 décembre 2018. Voilà, donc oubliez tout ce que vous connaissiez jusqu'à présent et repartez des nouveaux éléments. Peut-être sur les MOOC qui revient. Est-ce que les MOOC sont
considéré, on trouve-t-il, grâce aux yeux du législateur? Alors, grâce. Les MOOC ont vocation, entre guillemets, à rentrer dans le cadre dès lors que nos 3 petites conditions qu'on a bien décrites tout à l'heure sont remplies. On n'a pas une reconnaissance formelle des MOOC évoquée dans la loi, ni d'ailleurs au regard de l'exposé des motifs de cette loi. Enfin bon, bref, on n'a pas la référence expresse à cette modalité pédagogique-là, mais pour autant, les MOOC et toutes les déclinaisons des MOOC, je vous fais grâce des SPOC et des... Voilà, ont vocation à potentiellement être bien une action de formation éligible dès lors que les 3 conditions sont réunies. Donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité de principe au fait qu'un MOOC est bien une action de formation. Et ça suppose quand même que quelques conditions soient quand même réunies. Effectivement, dans beaucoup de MOOC, on n'a pas forcément d'évaluation. Voilà, donc évidemment, c'est du MOOC aménagé là qu'il va falloir regarder. Et peut-être terminer en disant qu'une partie des questions trouveront aussi des réponses dans le travail que nous ferons ensemble sur... Ah, merveilleuse Aurélia, pour conclure, oui, bien sûr. Le FOD, effectivement, est en train de mener un travail de fond sur, on va dire, la stabilisation de tous ces nouveaux éléments dans le cadre d'une sorte de guide qui aurait vocation d'ailleurs à être mené de façon conjointe avec l'administration, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de sécuriser des pratiques et d'avoir quelque chose qui soit homogène et unanimement partagé par l'ensemble des acteurs, et donc y compris, évidemment, les agents de contrôle. Voilà. Voilà, donc par rapport à une question qui était posée, le texte de référence sur l'arrêté ministériel sur le certificat de réalisation, ça on n'a pas, il n'y a pas d'arrêté ministériel sur le certificat. Si, bien sûr, si, c'est un arrêté ministériel qui est sur ça, pardon. Oui, okay. Oui, il est en ligne déjà sur le site du FOD. C'est celui qui est en ligne. Vous retrouverez l'arrêté ministériel il a été mis en ligne sur le site du FOD. Voilà. Très bien. Je crois qu'on avait démarré un tout petit peu en retard, mais on a tenu l'heure qui est l'heure habituelle des webconférences. Aurélia, peut-être une annonce pour la prochaine webconférence? Déjà, pour vous dire que de toute façon, on mettra très rapidement le diaporama comme demandé et le replay sur le site du FOD. Et à toutes les personnes qui sont participantes et inscrites, elles recevront du coup le lien pour revoir la webconf. Voilà, et puis une prochaine webconférence est prévue en juin, donc sur AFEST et Digital. Ce sera aussi pour nous une façon d'aborder, de commencer à défricher le thème de nos futures rencontres d'octobre, 9 et 10 octobre à Dijon, qui auront évidemment pour thème principal AFEST et Digital Learning. Voilà ce que je pouvais en dire pour conclure cette brillante webconférence. Merci à toutes et à tous. Et bien sûr, dans les prochains jours, retrouvez sur le site du FOD, à la fois, pour répondre à une des questions, le diaporama qui nous a servi de support à cette webconférence, tous les liens utiles, toutes les informations également, et l'enregistrement de la webconférence. Merci. À très bientôt.